Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire spécial ce soir, donc 31 juillet sur dailyfix.fr. Je m'appelle Adrien Raymond, je suis là donc pour analyser le marché ce soir. Je vous propose un bilan donc des marchés financiers, le forex, les indices boursiers, les métaux précieux en juillet, parce que nous terminons justement le mois ce soir, et on va donc parler des perspectives pour le mois d'août sur les marchés, ces actifs que vous tradez régulièrement chez FXCM et chez d'autres brokers bien entendu. Voici notre avertissement sur les risques liés au trading. Donc ce soir, durant ce webinaire, les informations ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Donc les informations ici sont uniquement à titre indicatif et c'est à vous donc de choisir de trader le forex, les indices boursiers et les autres actifs financiers. Le trading sur marge, donc via des devises ou des produits CFD, c'est une activité risquée, donc assurez-vous d'avoir un capital qui vous permet justement de risquer, de prendre ce risque sur le marché. Voilà. Si vous avez des questions concernant les risques liés au trading, je vous envoie vers notre équipe de conseillers chez FXCM. Alors, donc voici un graphique devant vous qui montre donc la tendance du CAC 40 en juillet. Donc là, depuis... Alors, je vais plutôt mettre le graphique, voilà. Depuis donc les 4490 points, on est ce soir, on a clôturé donc sur le CAC 40 sous les 4240 ce soir. Et sur le FRAC 40 de FXCM, le graphique devant vous, nous sommes donc sur les plus bas du mois. Inutile de vous dire que le mois de juillet était un peu dur pour le CAC 40, mais on se rend bien compte que ce n'est pas justement le début de cette tendance baissière du CAC. Et bien cette tendance baissière est en place depuis, on va dire, le début du mois de juin. Voilà, donc en fait, en regardant des graphiques, alors je suis sur le site tradingview.com, c'est un site qui travaille avec FXCM et DailyFX. Vous pouvez également d'ailleurs accéder à ces mêmes graphiques depuis dailyfix.fr. Dans la section graphiques, vous avez donc les graphiques TradingView ici, donc on pourrait également étudier ces mêmes graphiques là. Alors ces graphiques sont utiles pour justement comparer différents actifs boursiers en même temps. Donc je vais justement vous montrer comment on peut comparer l'évolution des indices ou des actifs que vous suivez le plus pour mieux apprécier les performances de ces actifs, de ces marchés en juillet. Alors donc pour ce faire, je mets un graphique en pourcentage et on voit bien que le CAC 40 ou le FRAC 40 perd aux alentours de 5% depuis le début de mois. D'accord? Maintenant je vais comparer avec d'autres actifs. On peut donc s'intéresser aux indices boursiers. Je vais mettre alors ce sont des actifs de FXCM, donc le GR30 c'est l'indice qui représente le DAX. On va mettre pourquoi pas l'IBEX 35, le ESP 35, UK 100, le FTSE 100, ce sont des indices européens déjà. Et on constate donc avec ces indices européens, c'est en l'occurrence le DAX qui surperforme le plus, qui perd 5,4% sur le GR30. Et l'indice qui surperforme par contre, c'est donc l'UK 100. Alors je peux même, si les lignes ici vous semblent un peu similaires, du fait des couleurs, je peux changer les couleurs rapidement. Je vais donc pour l'UK 100 changer, je vais prendre bleu par exemple. Voilà, donc l'UK 100 ici tout en haut. Ensuite l'IBEX, je vais choisir allez vert, voilà. Donc on constate que l'UK 100, alors que c'est un indice qui sous-performe depuis on va dire 14 mois, parce qu'il n'a jamais réussi à dépasser ses plus hauts de mai 2013. Lui en fait sur le court terme, en tout cas en juillet, surperforme, c'est-à-dire il est stable, alors que le CAC 40 et le GR30 décrochent. Donc le DAX et le CAC 40 décrochent ici, et l'IBEX 105 pareil uniquement aujourd'hui. Voilà donc la performance de ces indices boursiers sur un mois, et on se rend compte en fait que le CAC 40 notamment, si on s'intéresse à la performance de ces indices depuis le début de l'année, on s'aperçoit que le CAC 40 en fait est désormais en zone négative, hein.
Donc on perd quand même du terrain à partir d'aujourd'hui sur le FRAC 40 parce que le cours de l'ouverture c'était donc alors je vais remettre le graphique pourcentage. Donc le cours d'ouverture du CAC 40 était aux alentours sur le FRAC 40 de 4260 on va dire 75 points, 80 points même. Alors je remets mon graphique, voilà. Donc la performance du CAC 40 désormais on est dans le rouge. Le DAX pareil, on perd 2%. Donc en fait on voit que le DAX depuis le début de l'année sous-performe. Enfin il y a une sous-performance de la part du DAX alors que c'est quand même un indice qui généralement surperforme sur le long terme. Je pense que cela s'explique. Notamment, cela s'explique par les tensions en Ukraine, ce qui se passe entre l'Ukraine, entre la Russie et les États-Unis, maintenant l'Europe également avec les sanctions. Et donc, en fait, c'est un dossier qui pèse sur ce marché globalement, on peut dire, depuis février. Cela n'a pas empêché DAX de progresser vers de nouveaux plus hauts historiques, justement en juillet, mais on voit maintenant que on est quand même en zone négative depuis. Et en haut, tout en haut, il y a l'IBEX 35 qui quand même, il gagne 8% malgré la correction en juillet. Donc cette correction qui nous a donné finalement une baisse au début de mois, stabilisation et un rebond jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on retombe. Maintenant, on peut s'intéresser aux autres indices boursiers pour vous montrer par exemple les indices les plus forts, le S&P 500. On va mettre le Dow Jones, c'est un indice aux États-Unis qui sous-performe, hein. Nasdaq 100 qui surperforme. Et on va ajouter également en indice asiatique le GPN 225, le Nikkei 225. D'accord? Voici donc, je reviens sur mon graphique mensuel, les performances. Alors, pareil, il faudrait que je règle les couleurs, comme ça on va pouvoir voir quand même, on va pouvoir distinguer les différents indices. Je mets des couleurs un peu aléatoires. Alors non, ça j'ai déjà. S&P 500, on va mettre là. Voilà, donc en fait, ces indices, on voit très bien que c'est le DAX et le CAC 40, donc depuis le début de mois, qui sous-performent le plus, hein. Tout en bas ici. En vert, donc, on a... alors, c'était donc l'IBEX 35, voilà. Et tout en haut, en fait, tout en haut, nous avons le Nasdaq 100 qui corrige aujourd'hui et le GPN 225. Alors il y a quand même un dossier ou on va dire un phénomène intéressant sur le GPN 225. Donc j'aimerais revenir sur cet indice. Peut-être c'est pas le meilleur indice justement pour vous parce que vous ne parlez pas, vous ne tradez pas forcément le GPN 225. Mais il y a quelque chose, une décorrélation que nous avons observé sur le Nikkei 225 en juillet. D'accord? Je vais me mettre justement sur un graphique pour vous montrer cette décorrélation avec cet indice boursier au Japon. Il faut dire que cet indice boursier perd du terrain depuis le début de l'année, d'accord? Parce que il a commencé l'année 2014 ici, tout en haut, et il a quand même réduit, effacé la plupart de ses pertes, donc on va dire enregistrées au premier trimestre. Toutefois, alors que le CAC 40 baissait, le DAX baissait, ces indices donc perdaient du terrain, on voit clairement que le GPN 225 jusqu'à hier soir progressait vers de nouveaux plus hauts de 6 mois. D'accord? Donc une décorrélation entre ces indices boursiers. Et d'ailleurs, vous avez une analyse sur notre site USD Yen, les raisons de la décorrélation actuelle avec le Dow Jones. Donc en fait, une décorrélation des actifs japonais avec les actifs américains. Et donc justement, on voit cette décorrélation clairement entre le GPN 225 et maintenant la courbe du Dow Jones qui baisse fortement. Alors donc, je reviens sur ce graphique pour vous montrer qu'il y avait des indices boursiers qui ont surperformé, qui ont même progressé vers de nouveaux plus hauts. Le Nasdaq 100 en l'occurrence, je dirais, on réduit quand même tous les gains qu'on avait enregistrés au début de mois ou vers la mi-juillet. Et maintenant, en fait, on termine le mois sans gagner grand-chose. Rien du tout même. C'est
C'est la même chose d'ailleurs pour le JPN 225. Donc en fait on peut conclure ici que les indices les plus forts n'ont rien gagné en juillet. Et les indices finalement qui étaient forts avant chutent. Donc des prises de bénéfices sur ces indices-là. Et en fait en termes relatifs, on peut dire qu'il y avait un arbitrage entre certaines places boursières, notamment en Asie, parce que justement en Asie en ce moment il n'y a pas trop de risques géopolitiques, donc les risques géopolitiques aujourd'hui en Ukraine n'affectent pas beaucoup les places financières en Asie, d'où la raison pour laquelle on a vu le JPN 225 progresser, mais également le Hang Seng à Hong Kong progresser vers de nouveaux plus hauts pluriannuels même. Voilà. Voilà donc pour les indices boursiers. Je peux maintenant m'intéresser au Forex. Donc je vais refaire mon graphique pour vous montrer l'évolution de l'euro-dollar. Ce n'est pas surprenant de voir l'euro-dollar donc perdre du terrain. Je vais mettre donc le graphique pourcentage sur un mois. L'euro-dollar perd 2%. D'accord, 2,14. Nous sommes sur les plus bas annuels donc sur l'euro-dollar. Maintenant, on peut comparer l'euro-dollar avec d'autres paires de devises. D'autres paires de devises, GBP-USD, pareil, on peut mettre AUD-USD maintenant, le NZD-USD. Alors c'est toujours un peu compliqué justement pour mettre par exemple une paire USD-CAD, parce que c'est l'USD-CAD et pas le CAD-USD. Toutefois, on va essayer quand même. Normalement, on peut avec l'USD-CAD mettre en fait sur cette plateforme TradingView, on peut par exemple inverser les paires de devises comme cela pour avoir USD euro, mais souvent je crois pour des unités pour les données mensuelles, je pense qu'il faut avoir justement un compte payant, donc je pourrais pas faire cela. De toute façon, je peux vous afficher ces performances justement globalement. On peut rester sur le ZCAD et pour dire donc le dollar canadien a perdu 2% également. Donc voilà. Également, on va mettre le yen. Est-ce que j'ai oublié une paire de devises? Je pense pas. Donc on voit en fait ici la performance globalement du dollar US, parce que c'est le dollar américain qui progresse contre le yen et le dollar canadien, et qui progresse également contre l'euro, la livre sterling, l'AUD, donc le dollar australien, dollar néo-zélandais. Donc le dollar américain est fort en juillet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en juillet, nous avons observé un tournant sur le marché d'échange avec un rebond du dollar US qui laisse prévoir d'ailleurs un retour du Dow Jones FXM Dollar Index vers ses plus hauts annuels dans les semaines voire mois qui viennent, avec un retour de la volatilité sur le Forex. Donc c'était un sujet, le manque de volatilité sur le Forex entre donc on va dire février et juin. Et maintenant en fait on voit que les courbes de volatilité, notamment le Deutsche Bank Currency Volatility Index, donc c'est la courbe bleue ici, commence à monter avec le dollar qui monte également. Donc le dollar US a visiblement fait un point bas majeur en juillet, entre juin et juillet, et rebondit nettement. Donc les perspectives déjà pour moi, d'après ce que je vois à la fin de ce mois, les perspectives sont haussières pour le dollar US. Et je pense que le dollar US a de la marge à la hausse jusqu'à ses plus hauts annuels, donc sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Cela veut dire que ces courbes ici, donc je vais maintenant mettre des courbes sur pour montrer la performance depuis le début de l'année. Ça veut dire que on va voir ces courbes donc pour les paires. Alors je vais effacer le ZCAD et le USD yen. Ces courbes là vont baisser davantage avec l'euro dollar également dans les semaines voire mois qui viennent. D'accord? Donc ça veut dire que par exemple une paire de devises comme le GBP-USD qui depuis, alors non, c'est donc voilà le GBP-USD qui gagne 1,9% depuis le début de l'année, va probablement retomber vers son cours d'ouverture donc de l'année 2014, d'après ce que je vois sur les graphiques à la fin de ce mois.
Et ça veut dire que le dollar australien qui gagne 3% et le dollar néo-zélandais qui gagne 4% vont réduire leurs gains également. D'accord? Et l'euro-dollar, déjà, il perd 2%, donc il va poursuivre sa baisse à terme. Donc, nous sommes bel et bien à la fin du mois de juillet dans un scénario de rebond du dollar, de poursuite donc de la hausse du dollar US en août, probablement avec le retour de la volatilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour maintenant les métaux précieux, les matières premières? Alors, généralement, on voit quand même que les métaux précieux ont tendance à baisser, baisser avec donc des rallyes du dollar US, d'accord? On peut facilement observer des tendances, des corrélations avec donc le Dow Jones FXM dollar annexe. On peut comparer donc les courbes ici. Et on voit généralement, alors je vais essayer d'affiner le graphique, on voit généralement en fait que lorsque le dollar monte, l'or baisse. Donc c'est peut-être pas le meilleur graphique pour vous montrer justement ces corrélations, mais c'est un fait. C'est un fait que les deux bougent ensemble. Alors je vais plutôt vous orienter vers un graphique que j'avais fait la semaine dernière pour vous montrer concrètement ce que je viens de dire. Non, c'était pas là. C'était donc ici. Voilà. Ça c'est donc la corrélation entre l'or et le dollar US. La corrélation inverse. L'or, malgré les gains au début de mois, tout d'un coup un jour, lundi, sans bonne raison, a chuté de 2%. Pourquoi? C'est parce qu'en fait c'était justement le moment où le dollar a commencé à s'apprécier de façon conséquente. Et donc on voit très bien que l'or échoue en juillet sous une ligne de tendance de long terme et le dollar US rebondit sur une ligne de tendance de long terme. Donc du fait de ces corrélations, en fait, ça va être difficile effectivement en août de maintenir un biais haussier sur l'or, alors que aujourd'hui en fait ce marché-là, le marché de l'or, n'évolue pas forcément avec une tendance. Donc ça fait un an qu'on évolue sans tendance. Donc chaque fois qu'on part à la hausse, on repart à la baisse. Chaque fois qu'on part à la baisse, on rebondit. Donc ça s'appelle un range. Le problème ici, c'est que ce n'est pas un range parfait. Donc ça veut dire que le bas du range, il est parfait parce que nous avons un support bien intact, mais la résistance, chaque fois, en fait, on fait de nouveaux plus hauts, de plus en plus bas. Malheureusement. Donc en l'occurrence, on peut dire que si l'or a fait un point haut, donc sous cette ligne de tendance de moyen long terme qu'on vient de voir, on pourrait quand même baisser davantage. Mais, et c'est d'ailleurs quelqu'un qui vient de le dire via le chat, la chute des indices devrait favoriser l'or. Et c'est exactement ce que je pense. Le problème, c'est que nous avons deux forces contradictoires sur le marché de l'or en ce moment. Nous avons à la fois la montée du dollar US et à la fois la baisse du Dow Jones. Et ces deux forces vont impacter le marché. La baisse du Dow Jones favorise justement une meilleure performance de la part de l'or, donc ça ne veut pas forcément dire que l'or va rebondir, ça veut dire que l'or va au moins baisser moins vite. Si il y a un arbitrage entre ces deux classes d'actifs, les métaux précieux et les indices boursiers aux États-Unis. Ensuite, la montée du dollar US, du fait justement du calcul de cet actif XAU-USD, la montée du dollar US va pénaliser l'or. Il n'est pas toutefois impossible de voir l'or progresser même avec une baisse, ou plutôt une hausse du dollar US. On a vu cela dans le passé. Donc on verra bien ce qui se passe notamment demain avec les NFP. Je pense qu'on termine le mois de juillet avec une indécision de la part du marché de l'or. Globalement on baisse sous cette ligne de tendance qu'on vient de voir. Je peux retracer d'ailleurs je vais me mettre plutôt sur un graphique en ligne pour le tracer. Donc c'était une ligne de tendance en données hebdomadaires ici, voilà, qu'on peut tracer facilement là.
Donc en fait, on échoue sur cette ligne de tendance. Ça veut dire que en dessous des 1300, on va dire 30 dollars, eh bien, globalement, nous sommes toujours dans une configuration risquée pour l'or. Même si le marché n'évolue, enfin, ne bouge pas depuis un an, eh bien, il peut très bien repartir à la baisse si les pressions sur le dollar sont telles que l'or casse ses prochains supports, notamment, je pense, les 1250 dollars. Donc voilà, pour les métaux précieux, en fait, je reviens dessus pour vous montrer les tendances ou les performances depuis le début de mois. Ces performances, en fait, sont négatives, bien entendu. Donc, globalement, l'actif qui a surperformé, qui a gagné le plus, c'était le dollar US. Le dollar est roi en juillet. Je vais maintenant mettre donc l'argent. On peut mettre les platinoïdes, le platine, pourquoi pas le palladium qui progresse vers de nouveaux plus hauts pluriannuels. Donc voilà, ça vous montre en fait donc un mois les performances des métaux précieux. Le palladium, il est tout seul, hein. Il gagne donc 2,8% depuis le début de l'année, alors que les autres métaux précieux perdent aux alentours entre 2,90 et 2,50%. Donc il y a vraiment un métal très fort ici, c'est le palladium. Ça ne veut pas dire que le palladium va rejoindre ses homologues plus bas. Ça veut dire qu'en fait lui il monte tout seul et c'est un métal à part. Est-ce qu'on peut comparer maintenant avec le cuivre? Oui, pourquoi pas, on peut le faire. Donc on va mettre le cuivre rapidement. Il est neutre, il est complètement neutre. Donc voilà. Il est difficile de dire ce qui va se passer. Je viens de vous dire par la suite sur les métaux précieux en août, parce que justement le dollar US ça favorise la baisse, mais la correction des indices boursiers qui est bien démarrée, cela favorise une meilleure performance, peut-être juste des ranges sur l'or. D'où la raison pour laquelle je ne suis pas totalement convaincu qu'on choisisse une direction claire dans les prochaines séances sur les métaux précieux, parce que il y a quand même des opérateurs qui achètent ces actifs parce qu'ils font un peu d'arbitrage entre les actifs boursiers, enfin les indices boursiers qui corrigent maintenant. Donc on verra bien pour les prochaines séances, ce sera en fonction des supports et résistances. Voilà pour les performances. Maintenant, je vous propose une analyse technique de ces actifs qu'on suit quotidiennement pour vous montrer ce à quoi on pourrait s'attendre dans les semaines voire mois qui viennent d'après les analyses techniques que nous faisons régulièrement sur DailyFix. Je commence avec un graphique du CAC 40. C'est un graphique qui est simple mais qui dit beaucoup, qui indique en fait qu'il y a, d'après moi, d'après ce que je vois sur ce graphique, un réel risque baissier sur le CAC 40. Et ça veut dire en fait que en août, je pense bien que le CAC 40 va retomber sur ses plus bas annuels, soit les 4060 points. Ensuite, on pourrait à terme peut-être retomber plus bas. Cela dépend à la fois d'une cassure des 4000, on va dire 50 points, mais également en données mensuelles, la cassure de la moyenne mobile à 12 périodes. Cette moyenne mobile, donc qui représente l'évolution de l'indice boursier CAC 40 depuis le début, sur un an plutôt, sur un an, eh bien on est pile poil dessus. Si l'on baisse davantage, en fait, on casse à la baisse cette moyenne mobile, qui est quand même un support, et je vais vous montrer, c'est un support pour d'autres indices boursiers, notamment le DAX et le FTSE 100. Ce qui est intéressant ici sur le CAC 40, c'est de noter que nous sommes bel et bien dans un canal haussier. Donc la tendance est haussière, sauf le bas de ce canal se situe vers les 3200 points. Donc 3200 points, je ne vous dis pas qu'on va retomber à 3200 points, mais il y a des choses qui sont, ou des indicateurs techniques qui montrent un réel risque baissier, notamment le RSI. Alors qu'est-ce qui nous dit le RSI sur le CAC 40? Alors je vais retracer cette ligne que j'ai tracée il y a quelques mois sur le CAC 40. Nous avons une configuration que j'appelle une divergence baissière cachée. Alors, pourquoi est-ce que cela s'appelle caché? C'est parce que personne ne l'a vu. Sauf ceux qui regardent bien les détails sur le RSI.
Alors, comment peut-on distinguer ou identifier une divergence baissière cachée? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand le cours du marché monte, généralement dans une tendance baissière en fait, quand le cours du marché monte et quand le RSI en fait monte également, mais le RSI, alors que le cours du marché il fait de nouveau plus haut, le RSI lui, il fait un plus haut, alors il fait en fait de nouveau plus haut là, le sommet du RSI ici était ici, donc le cours du marché était là, vers les 5000 points en 2008. Ensuite, le marché a dégringolé durant la crise et on monte dans un canal depuis. Le marché commence à se replier, il y a une correction. On peut toujours dire qu'officiellement nous sommes dans une dynamique haussière et donc il y a des opérateurs qui profitent encore de la correction actuelle pour acheter. Aujourd'hui en fait, en l'occurrence, il y avait des acheteurs qui vont quand même se remettre en question, je pense, bientôt. Mais voilà. Le marché monte. Le problème c'est que là en fait le marché n'a pas encore fait de nouveau plus haut. Alors que officiellement on peut tracer juste pour vous montrer ce fait. Le marché n'a pas encore fait de nouveau plus haut. Alors que le RSI lui on a fait. Ça s'appelle une divergence baissière cachée. Et généralement en fait on repart à la baisse avec une divergence du RSI. C'est une configuration de sommet. Et en fait, pour confirmer cette configuration de sommet, on peut regarder donc le CAC 40 et tracer donc par exemple une ligne de tendance sur les RSI, une ligne de tendance qui a, on va dire, été cassée il y a un mois. Pour ceux qui ne sont pas convaincus sur cette configuration ici, parce que moi-même je me dis ce n'est pas forcément une forte ligne de tendance, je vous oriente vers le graphique hebdomadaire du CAC 40. C'est également une configuration que je surveille depuis longtemps. Le RSI qui était donc en support ici, enfin il y avait un support du RSI là, a été cassé à la fin du mois de juin. Donc en fait nous avons eu un signal de baisse avec le RSI pour confirmer justement ce qu'on vient de faire en juillet. Et de ce fait, je pense que le CAC 40 en août va tester les 4060 points, soit les plus bas annuels. En dessous des 4060 points, on aura vraiment des pressions baissières sur le CAC 40 et on retomberait, je pense, à ce moment-là vers les 3006. Voilà. En fait, c'est une prévision technique qui dépend justement de l'évolution du marché. Donc, je ne vous dis pas que forcément on va retomber à 3006. Mais d'après une configuration, d'après ce que l'on est en train de faire sur les graphiques mensuels hebdomadaires sur les indices boursiers en Europe, je vois quand même ce risque. Parce que sur le CAC 40, quand on se met en données mensuelles, ici, on voit qu'il y a deux supports mensuels. Il y en a deux, et uniquement deux. 4000, on va dire 60 points, cette zone ici, sur laquelle nous sommes depuis le début de l'année, depuis même septembre 2013. Et si l'on devait casser à la baisse cette moyenne mobile à 12 périodes qui, vous voyez très bien, c'était un support ici avec les mèches en bas. Donc tout à l'heure en fait on voyait pas forcément le support avec les cours de clôture, par contre avec les mèches si. Donc moyenne mobile 12 périodes données mensuelles. On casse d'ailleurs ce soir en données mensuelles. On va confirmer cette cassure de cette moyenne mobile. C'est la première fois qu'on clôture en dessous de cette moyenne mobile depuis, en gros, nous sommes au-dessus depuis le creux du marché fait durant le troisième trimestre 2012. D'accord? Donc ça, en fait, en l'occurrence, c'est un indicateur qui encadre cette tendance haussière en place depuis 2 ans. Et donc, c'est une alerte baissière, on va dire. Pour le signal baissier en données mensuelles, par la suite, eh bien, ce sera en dessous des 4050 points. Et on visera, pour moi, en tout cas, je pense qu'on pourrait viser aux alentours entre les 3006 et 3700 à la baisse. Voilà. Donc, ce qu'on vient de faire durant les 2 derniers mois sur le CAC 40, cela s'appelle peut-être un sommet du marché. Parce que on constate quand même en données mensuelles, on échoue sous une zone importante. Alors j'avais en fait avant cette résistance à 4007. Donc pour moi avant, j'attendais plutôt les 4007 pour shorter le marché concrètement. Finalement en fait c'était
100 points plus bas, 4006. Donc des fois, on ne sait pas forcément si c'est ici ou ici, mais on voit très bien la réaction du marché maintenant sur ce niveau-là. Pourquoi est-ce que j'avais 4007 avant? C'était parce que j'avais vu plutôt plus de réactions sur le marché ici en 2002 par exemple et en 2006. Et ensuite, j'ai pris le cours de clôture en 2008, en mars 2008. Donc, je me suis dit 4007, ce serait pour moi un point de short. On l'a pas fait. Et depuis, on retombe. Ce qu'on peut faire également, c'est de retomber en août vers les 4050 et faire un point bas et ensuite remonter jusqu'à 4007. Ça, c'est une autre possibilité. Toutefois, je pense que quand je vois d'autres indices, c'est peu probable maintenant. Le DAX, lui, est en train de sortir par le bas d'un canal haussier. Il casse une ligne de tendance en place depuis justement les plus bas. Alors même les plus bas de 2011, mais certainement des plus bas de 2012. Je suis sur un graphique, en fait, c'est un graphique, a priori, c'est un graphique logarithmique, voilà, en échelle logarithmique. Ce qui est inquiétant sur le DAX, c'est que nous avons une divergence mensuelle. J'en ai parlé dans mon analyse du DAX publié sur notre site au début de la semaine, où j'ai dit DAX à l'aube d'un crack boursier, point d'interrogation, et j'ai étudié justement le RSI, l'évolution du RSI ici. Chaque fois, et c'est une configuration tout à fait intéressante et c'est une analyse tout à fait objective. Donc, pour ceux qui n'y croient pas, je vous invite quand même à ne pas surestimer le potentiel baissier. Ou sous-estimer plutôt, excuse-moi. Pour ceux qui y croient, je vous invite aussi à ne pas surestimer le potentiel baissier. Mais quand on voit cette configuration, ce qu'on vient de faire en juillet, alors qu'on progressait vers de nouveaux plus hauts historiques en juin, ça s'appelle donc peut-être un sommet du marché, avec une divergence baissière standard de la part du RSI. Le cours du marché a fait un sommet ici, il a fait un sommet plus haut, et ensuite le RSI, lui, a fait un sommet plus bas finalement, alors que le marché faisait un nouveau sommet. Ça s'appelle une divergence baissière, qui est d'ailleurs confirmée. Maintenant, le cours du marché devrait, à mon sens, retomber à 9000 points. Parce que nous avons aujourd'hui eu un signal de baisse en dessous des 9540 points. Ça veut dire qu'on va probablement retomber vers les 9000 points en août. C'est en tout cas ce que je pense. Et ce sera donc depuis le mois de novembre une tendance neutre. En dessous des 9000 points, ce sera donc le même scénario d'une baisse du CAC 40 en dessous des 4050. On va vraiment chuter et très vite, je pense. Jusqu'où, j'ai pas forcément identifié un objectif. Ce sera vraiment pour le long terme. Il faudra voir en fait à la fin du mois d'août, mais on pourrait très bien retomber jusqu'à 7500 points par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose de long terme. C'est une configuration en fait. Soit vous y croyez et vous jouez cette configuration, soit vous attendez les 9000 points pour acheter. Et en dessous des 9000 points, par contre, c'est game over parce que on aura vraiment une divergence baissière. Force est de constater que lorsque cet indicateur technique, le RSI, cassait dans le passé des lignes de tendance, on a été dans des progressions quand même. Vous imaginez quand même, vous vous doutez bien, en 2007, on était ici sur les sommets annuels et personne, enfin, il y en avait quand même qui croyaient que le RSI donnait un signal de vente. Après signal de vente, il y avait des gens qui shortaient le marché et il y avait des acheteurs qui profitaient justement des corrections. Mais finalement, c'était des vendeurs qui avaient raison. Même chose durant cette période 2009-2011. Alors c'était peut-être une période un peu plus difficile, plus dure, mais la tendance était haussière. Donc c'était un peu difficile de prévoir le crack boursier du DAX en août 2011, mais on a bel et bien eu un crack boursier en 2011 avec le pré-signal donné par le RSI qui avait cassé un support. Qu'est-ce qu'on a fait donc entre juin et juillet? Même configuration. Tendance haussière du RSI, on casse à la baisse cette ligne de tendance. On est en train de casser à la baisse une ligne de tendance sur le cours du marché. Si vous ne croyez pas à un signal baissier avec de tels indicateurs et une telle évolution du marché, vous fermez vos yeux tout simplement et vous ignorez tout simplement ce qu'on vient de faire ici aujourd'hui sur le DAX. En dessous de la moyenne mobile à 200 jours pour la première fois depuis le troisième trimestre 2012.
Donc il y a un signal de baisse sur le DAX et je vois donc l'objectif à 9000 points. Et en dessous de 9000 points, on vise, comme je vous ai dit, probablement les 9500 à la baisse, c'est-à-dire ici. Bon, on verra bien ce qui va se passer dans les 2 mois à venir parce que quand je regarde en fait l'évolution du marché sur le long terme, je pense toujours en termes trimestriels, donc il faudra voir ce qu'on fait concrètement durant le 3e trimestre. Je pense toutefois en août, on devrait aller chercher les 9000 points. En août, à la limite en septembre. Mais vous savez, quand ça baisse, quand un marché baisse, il baisse très vite. Donc on peut très bien, même la semaine prochaine, atteindre les 9000 points. Ça dépend de l'élan du marché, ça dépend du news flow sur le marché, et ça dépend en fait tout simplement du nombre d'acheteurs pour accompagner la baisse, parce qu'il va y avoir des gens qui achètent. Maintenant pour le FTSE 100, je vous ai dit qu'il fallait également surveiller la moyenne mobile à 12 périodes sur le graphique mensuel du FTSE 100. Pourquoi est-ce que je parle du FTSE 100? C'est parce que cette configuration est tout à fait exceptionnelle, c'est un range. Les traders particuliers adorent des ranges, sauf il y en a qui ne savent pas jouer ce range, malheureusement. Pourquoi est-ce que je dis malheureusement? C'est parce que vu l'évolution du CAC 40 et vu l'évolution du DAX, ça va être difficile justement d'anticiper une cassure de cette résistance sur le FTSE 100. C'est une configuration dont je parle depuis le mois d'octobre d'ailleurs. Nous sommes dans les starting blocks, toujours sur le FTSE 100. Nous sommes toujours soutenus par cette moyenne mobile à 12 mois, 6667 points. On va dire c'est le chiffre du diable ici, 6667, et on pourrait très bien avoir une correction baissière en cas d'une cassure le mois prochain de cette moyenne mobile. On pourrait très bien avoir une correction jusqu'à 6100 points. 6100 points, ça reste quand même une tendance haussière, donc une correction, et on sera par la suite peut-être dans un range entre 6100 et les 6880 points. Problème, c'est que si l'on baisse davantage, je pense qu'on aura un risque de cassure d'une ligne de tendance de long terme. Effectivement, si l'on casse à la baisse, donc cette moyenne mobile à 12 périodes, on aura probablement un fort signal de baisse sur le marché, là, donc déjà sur le court, mais également sur le RSI qui travaille cette ligne de tendance haussière. Donc, il faudra effectivement plutôt prévoir la baisse à mon sens, anticiper la baisse pour le mois d'août, peut-être même pour le mois de septembre, si il y a tellement une dégradation des tendances sur le marché que finalement on entre vraiment dans des tendances baissières. C'est la même chose donc sur le DAX et le CAC 40, on voit quand même des indicateurs techniques donner des pré-signaux et les cours du marché valider derrière. Donc en fait nous sommes en attente sur le FTSE 100, cet indice en fait qui a surperformé durant le mois de juillet en comparaison avec bien entendu le CAC 40 et le DAX qui ont quand même corrigé fortement. Et en fait je pense que on va avoir un rattrapage du FTSE 100 avec donc le DAX et le CAC d'ici peu. Donc on est en attente pour justement le signal de baisse sur le moyen terme pour viser les 6100 points. IBEX 35 maintenant, voici la zone de résistance sous laquelle on échoue. Ce n'est pas non plus une forte correction, donc en fait l'IBEX 35 il surperforme comme l'on a vu. Il tient toujours. Il y a des acheteurs encore des actions en Espagne, alors que finalement d'autres marchés européens baissent fortement, notamment celui au Portugal par exemple, avec les craintes sur cette banque au Portugal, Espírito Santos. Il faut dire que l'IBEX 35 il a bénéficié durant les derniers mois de la baisse des taux obligataires en Espagne, qui ont touché cette semaine même. Donc c'était mardi je crois, les taux à 10 ans en Espagne ont touché un niveau plus bas de 2 siècles. C'est une bonne chose pour donc l'Espagne. Ça c'est la raison pour laquelle je pense en juillet, on a toujours un indice boursier l'IBEX 35 fort. Toutefois nous restons sous résistance, c'est une zone en données mensuelles ici. Donc vers les 11 000 points. Les sommets de 2010. Voilà, on peut dire 2000, pas tout à fait 2010, mais on va dire février et certainement la fin de 2010 et sommet de 2011. Nous sommes sous résistance,
nous n'avons pas eu encore un signal de baisse. Nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Donc cet indice, si vous voulez, si vous êtes toujours haussier sur les marchés boursiers, cet indice en fait vous permet, on va dire, le mieux de mettre en place vos stratégies d'achat jusqu'ici. Mais il y a un risque de baisse et ce risque ici, moi, cette baisse va avoir lieu, va se concrétiser sous cette résistance ici si l'on ne dépasse pas les 11 000 points en données mensuelles en août. Auquel cas, on pourrait avoir des prises bénéfices et je pense peut-être, on verra bien si finalement ce sera pour mieux acheter cet indice dans des zones plus intéressantes finalement. Je retiens toujours les 9300 points, c'était justement un niveau au-dessus duquel on était fortement haussier à partir du mois d'octobre dernier. Donc voilà, j'ai pas forcément un biais fortement baissier sur le l'IBEX 105, mais je sais juste que cet indice va suivre les autres à la baisse, notamment si les indices aux États-Unis corrigent. Voici le graphique du Dow Jones maintenant, pour vous montrer ce qu'on fait en juillet. C'est la première baisse mensuelle depuis le mois de janvier sur cet indice. Ce n'est pas non plus une forte baisse, mais on comprend très vite que il y a des tensions sur le marché et peut-être finalement durant toute cette... je vais vous dire concrètement comment j'interprète ce graphique. On voit que le Dow Jones, c'est l'appréciation en fait du price action, de l'évolution du marché ici. Je vais effacer les lignes d'ailleurs pour vous montrer que le marché en fait il monte, mais ce n'est pas non plus une forte montée. Et on voit très bien qu'il y a potentiellement une divergence baissière qui apparaît sur le RSI ici. Alors c'est une configuration dont je parle depuis des mois maintenant, parce qu'en janvier, on a eu un pré-signal baissier donné par le RSI. Toutefois, le marché a quand même progressé vers de nouveaux plus hauts. Mais le Dow Jones, depuis le début de l'année, ne gagne maintenant que 1%. Peut-être même moins maintenant. Donc 1% de hausse sur un an, ce n'est pas exceptionnel, bien entendu. Et si cet indicateur technique nous donne vraiment un pré-signal de baisse, comme pour le DAX d'ailleurs, on pourrait avoir une période de prise de bénéfice sur les marchés actions aux États-Unis. Je pense en fait dans ce cas-là, on pourrait revenir dans cette zone ici. Voilà. Alors qu'est-ce qui permet justement de dire cela? C'est à la fois le RSI, mais si l'on baisse davantage sur le Dow Jones, qui d'ailleurs en données journalières, comme vous le savez, est sorti par le bas d'un biseau, sur lequel moi et mes collègues chez DDFX ont spéculé en juillet, eh bien on va casser à la baisse cette ligne de tendance de long terme probablement par la suite. Cette ligne de tendance, donc je suis sur une échelle logarithmique sur le long terme pour prendre en compte en fait l'ampleur des mouvements sur le long terme. Et on voit très bien que sur ces graphiques, on peut tracer une ligne de tendance haussière ici. Et si l'on casse, donc en août, on va dire, je sais pas, les 16 400 points par exemple, et avec une forte baisse derrière, je vous invite à ne pas oublier cette configuration mensuelle, parce que on a tendance à oublier des graphiques mensuels et ensuite on se focalise sur des graphiques de court terme, parce que si l'on casse cette ligne de tendance à la baisse, on pourrait très facilement retomber à 15 000, on va dire 600 points. D'accord? Là on est là à 16 600 points, 1000 points à la baisse, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de long terme. Voilà. Mais on aura bel et bien une cassure de cette ligne de tendance et un RSI qui aurait effectivement donné un pré-signal baissier. En l'occurrence, on serait dans un cas de figure où la probabilité d'un sommet du marché, cette probabilité serait renforcée avec un espèce peut-être de biseau sur le long terme. C'est vraiment des configurations, on a tendance à dire peu probables, mais chaque fois qu'on baisse, on pense que finalement le marché fait un point haut et ce n'est pas le cas.
Mais voilà, c'est ce que je vois sur le RSI, c'est ce que je vois sur le DAX, le CAC 40. Il y a des choses qui se mettent en place et donc des dégradations, des tendances. À la limite, en fait, on aura en 2014 probablement une sous-performance de la part des indices boursiers. Parce que le CAC 40 maintenant il est dans le rouge sur l'année. Le Dow Jones ne gagne que 1%, donc si ça baisse davantage, on va avoir une année baissière, pas forcément une forte baisse, mais quand même une surperformance. Je vois également donc pas forcément le même risque de baisse sur le Nasdaq 100. Cet indice en fait là, il reste bien soutenu. Je ne vois pas de divergence haussière, mais si vous voyez une dégradation de cet indice dans les mois qui viennent, on pourrait revenir dessus. Pour le S&P 500, alors d'ailleurs je ne sais pas si j'ai un graphique préparé pour vous sur le S&P 500. Est-ce que c'est d'ailleurs le marché, l'indice boursier qu'il faudra surveiller le plus? Là, ce qu'on fait en données hebdomadaires cette semaine même, et donc ce qu'on a fait en juillet, depuis ici, c'est pas très beau, quand même. Ce n'est pas la fin du monde, mais on voit qu'on échoue sous la bande haute d'un canal haussier de long terme, on place depuis 2011, et donc on peut très bien facilement revenir vers les 1900 points. Très facilement. Ça resterait d'ailleurs à 1900 points si l'on ne casse pas à la baisse les 1900 points, un point d'achat. D'accord? Parce que cette moyenne mobile à 25 semaines à 1900 points à l'heure actuelle donne des points d'achat en gros depuis juin 2013. Mais en dessous des 1880, on retombe probablement plus bas. Et je verrai plutôt un retour potentiel vers les, on va dire, 1760 points quelque part par là. D'accord? Donc là. Il y a un risque immédiat sur le court terme, donc pour vous les traders particuliers et même les investisseurs, un risque immédiat d'avantage de baisse sur le marché. D'accord? Donc pour ceux qui ont acheté, et je pense que vous n'étiez pas nombreux, eh bien ce n'est plus le moment d'acheter. Pour ceux qui ont bien vendu en juillet, qui ont maintenu des ventes et qui ont shorté par exemple la semaine dernière et qui ont eu la chance d'être à la vente sur le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, d'autres indices, eh bien vous pouvez probablement tenir vos ventes encore en août pour viser ces objectifs à la baisse. Voilà. Alors visiteur, donc il me dit donc il faut bien distinguer les prises bénéfices sur des indices et d'un véritable crack. Oui, effectivement, donc c'est une bonne remarque visiteur. Donc quelle est la différence? C'est qu'un crack boursier, on part à la baisse très vite, hein, avec donc des craintes, vraiment il y aura des gens qui, il y aura des craintes sur le marché. Qu'est-ce qui favorise d'ailleurs une baisse rapide des indices boursiers? Qu'est-ce qui favorise cela? On peut donc distinguer, faire la comparaison entre une phase de prise de bénéfice comme celle-ci, ici où le S&P 500 en janvier est parti très vite à la baisse, mais finalement nous avons eu une stabilisation avant de remonter. Ça c'était donc phase de prise de bénéfice, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui donc, quelle est la différence entre ces deux phénomènes? La forte baisse ici et ici. Eh bien, c'est la volatilité. C'est la volatilité. On peut d'ailleurs regarder le VIX, le fameux VIX, l'indice de la peur. L'indice de peur donc sur le marché. On va mettre depuis janvier 2000. Même, voilà, on va regarder le VIX. Qu'est-ce qui fait le VIX? Eh bien, il est tout en bas. Encore, même avec la correction cette semaine, relativement, il est relativement bas. Il est quand même dans une zone historiquement basse. Ça ne veut pas dire qu'il va rebondir. Mais si cette configuration vous parle, on pourrait quand même avoir à un moment donné une poussée du VIX comme en 2011 et 2010. Et ce sera donc des phases de crack boursier. Officiellement, on ne peut pas faire des analyses techniques sur le VIX. Pourquoi? C'est parce que le VIX, en fait, ça représente les attentes vis-à-vis de la volatilité à venir. Donc, c'est la volatilité implicite sur le S&P 500. Et malheureusement, il n'y a pas de demande et offre
pour la volatilité implicite. Il n'y a personne qui achète la volatilité implicite. D'accord? Par contre, il est vrai que on peut très bien faire des analyses techniques dessus. On voit que cela fonctionne, on va dire. Je pense qu'il y avait une moyenne mobile qui bloque le cours. Peut-être c'était 200 semaines finalement. Il y a quand même une moyenne mobile qui bloque les cours du VIX. J'avais essayé de trouver dans le passé, on peut dire 1000 jours. Donc voilà, quelque chose comme ça. En gros, le VIX il est contenu sous cette zone ici. Là. Au-dessus de cette zone, c'est crack boursier. D'accord? Tant que l'on reste en dessous, visiteur, ce sera donc une phase de prise de bénéfice. Comme en janvier ici. D'accord? Donc en fait, si le VIX n'arrive pas dans les mois qui viennent à franchir concrètement cette zone-là, on reste quand même dans une période de prise de bénéfice, ou quelqu'un on pourrait acheter les supports plus bas. Ça dépend donc de l'évolution du marché, de l'ampleur de la baisse, de la vitesse à laquelle on part à la baisse, et donc ça dépend ça nécessite une analyse, dynamique du marché dans les semaines qui viennent. Mais je vous dis tout de suite, sur le court terme, il y a un risque de baisse. Voilà. Maintenant pour le Forex, l'euro-dollar, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que on va probablement baisser davantage dans les mois qui viennent. Voici donc le graphique mensuel de l'euro-dollar. On a échoué il y a 2 mois sous une zone ici qui était très importante, entre 38 et 40. Et on fait de nouveaux plus bas annuels, donc à mon sens on devrait aller plus bas. En juillet nous avons cassé une ligne de tendance, ou peut-être même c'était avant. C'était donc c'était le mois dernier, on a cassé une ligne de tendance de long terme. Et en fait, les analystes techniques aujourd'hui disent que l'on a cassé une ligne de tendance en place depuis 2012. Mais en fait, on voit très bien que pour ceux qui ont vraiment analysé le marché comme il fallait, en fait, la cassure c'était plutôt en mai même. Voilà, mai-juin. Donc l'euro-dollar en fait devrait se déprécier davantage. Qu'est-ce qui favorise la baisse techniquement parlant? Eh bien, c'est déjà la tendance en cours, mais également, je cherche mon graphique mensuel, la moyenne mobile à 32 semaines qui est désormais, on va dire, neutre, mais il y a quand même un petit... il y a un penchant vers la baisse là, donc tout simplement nous sommes dans une dynamique baissière sur l'euro-dollar, et en dessous de cette moyenne mobile sur le long terme on peut chercher des ventes probablement désormais donc sur les rebonds vers cette moyenne mobile. Je me réfère à la configuration de la paire Euro-GBP qui a fait exactement la même chose l'année dernière. Cassure d'une ligne de tendance de long terme, donc celle qu'on vient de voir sur l'euro-dollar, moyenne mobile à 30 semaines en résistance finalement avec la cassure, et tendance baissière. Donc l'euro-dollar finalement, je dirais nous sommes ici sur l'euro-dollar, d'après une analyse comparative entre l'euro-dollar et l'euro-GBP. Nous sommes ici aujourd'hui. Voici ce que l'on pourrait faire par la suite. Ça nous donne donc des objectifs vers les 1,31. En dessous des 1,33, on vise un 1,31 et ensuite 1,27. Très facilement sur l'euro-dollar sur le long terme. Et les fondamentaux plaident en faveur justement de cette baisse. Parce que l'euro sous-performe depuis le mois de mai et le dollar américain rebondit sur un support de long terme. Donc c'est là où justement je vois plutôt un objectif vers les plus hauts annuels du dollar US. Donc il faut, d'après moi, acheter les replis du dollar US. Contre les devises les moins performantes, l'euro, mais également on peut acheter des paires de devises comme le ZCAD. Le ZCAD, c'est une paire de devises sur laquelle j'ai moi-même mis en place une stratégie d'achat long terme, ici entre 0,6, 1,06 et 1,0650, et finalement en juillet nous avons bel et bien eu le rebond de l'USCAD. Donc je m'attends à ce que l'USCAD progresse dans le temps. Il y aura certainement des petites périodes de correction, de consolidation. Le marché ne monte pas en ligne droite, donc ne vous attendez pas à ce que l'on aille au-dessus des 1,10 par exemple très vite en août, mais les replis devraient, je pense, généralement être achetés par le marché, et on pourrait très bien aller chercher les plus hauts annuels, voire même au-dessus, dans le sens de la tendance. Et oui, on serait de la tendance. Cette tendance est votre ami. Et pour ceux qui ont
acheté le support en juillet ou ont acheté quelque part dans cette zone intermédiaire, cette tendance à la fin du mois de juillet est bel et bien votre ami. Donc on va la remercier. Pour la livre sterling, zone mensuelle dont nous avons parlé, dont moi j'ai parlé depuis le mois d'avril, même mai, je ne sais pas si c'était avril ou mai, j'ai commencé à parler de cette zone de résistance. En fait, c'était mon objectif à la hausse avant de passer vendeur baissier sur le GBP/USD. Nous avons eu donc en juillet l'échec sous cette zone. Ça, c'est de l'analyse technique pure et simple. Zone de résistance, zone pivot long terme, échec. C'est pas très compliqué. C'était plutôt compliqué lorsque la livre sterling était enfermée dans un range. Enfermée dans un range ici, là. Et je vous ai dit pendant des semaines qu'on était en train de tester la zone de résistance mensuelle et une sortie par le bas de ce range. Donc une cassure des 70-50, soit la fourchette, la borne basse de la fourchette de résistance. Ça correspondait à un échec sous la résistance mensuelle et donc un signal de vente. Et effectivement, voici le résultat de cela. Vous notez tout de suite qu'on termine le mois de juillet sur le bas du nuage. On a testé le bas du nuage Ichimoku en données journalières. Officiellement, alors je vais effacer les Fibonacci parce que ça complique un peu la situation. Officiellement, le GBP/USD il est haussier au-dessus des on va dire 68-60, soit le bas du nuage, parce qu'il progresse au-dessus de ce nuage Ichimoku depuis le mois d'août 2013, lorsque nous avons eu un signal d'achat avec quand même une forte progression de la livre sterling ici, et depuis, chaque fois qu'on est revenu dans le nuage, c'était un point d'achat. Cette fois-ci, je vous dis, probablement on va retomber vers les 67 en août. 67 début de mois même, je pense. Pourquoi? C'est parce que nous avons un échec sous la zone de résistance mensuelle. Et donc en fait, si l'on retombe vers les 67, ensuite il y aurait une zone, probablement une consolidation, et ensuite on pourrait casser les 67 à la baisse et retomber à 63. Pourquoi 63? C'est parce que à 63, vous avez le prochain support mensuel. Je vois en fait le support mensuel à 63. Donc voilà, pour la livre sterling, moi je pense que nous aurons des signaux de baisse concrètement sous des supports. Donc on peut très bien prévoir la poursuite de cette baisse avec des supports qui seront cassés dans les semaines qui viennent. Espérons-le. La livre sterling quand même c'est une devise qui est forte, mais c'est le dollar US cette fois-ci qui rebondit et progresse fortement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Parce que j'ai parlé pendant une heure. Je pense que vous avez compris que le dollar US il va probablement progresser davantage. Les indices boursiers peuvent corriger donc sur le court terme davantage, même sur le moyen terme potentiellement. Il faudra voir ce qui va se passer sur le marché derrière. Il faudra, pour que les indices boursiers baissent davantage avec un crack boursier ou autre, il faudra qu'il y ait un événement exogène qui impacte le marché, c'est-à-dire des craintes sur le marché, avec une poussée de la volatilité sur ces marchés, ce qui va vous donner des tendances, de belles tendances à la baisse. Donc pour vous, c'est le moment d'arrêter de trader des ranges, parce que ça a fonctionné lorsque la volatilité était basse, mais c'est le moment plutôt de trader des tendances et de suivre des signaux dans le sens de la tendance, parce que nous avons des cassures de support sur les indices boursiers, comme pour le DAX. Alors il y a une paire en fait, on me demande, dont j'ai pas parlé, qui est très intéressante, on peut en parler rapidement, c'est l'EUR-JPY. L'EUR-JPY qui a fini par rebondir en données mensuelles, donc sur un niveau clé, c'était le Tenkan mensuel. Ichimoku en données mensuelles, on rebondit bel et bien sur la Tenkan. Donc en fait les perspectives haussières pour le yen finalement restent intactes. On avait anticipé donc justement un signal de vente en dessous des 150. Finalement on n'a pas eu. Il n'y a jamais eu de signal de vente sur le yen. Donc finalement je vois que le marché repart à la hausse. On rebondit bien sur la Tenkan ici. Donc cette fois-ci c'est le yen qui est plutôt neutre, mais le dollar US rebondit.
Si l'on reste au-dessus donc des 150 globalement, on peut très bien repartir à la hausse. Donc il faudra surveiller les prochains signaux techniques sur ce marché-là parce que on reste dans une dynamique haussière et cette semaine nous avons eu une belle accélération à la hausse sur le yen, ce qui remet en question le signal de baisse qui pourrait avoir lieu si on devait casser à la baisse donc les 150 quelque part par là. Voilà. Forte progression, c'est un range toujours, hein. Le problème avec le yen, d'où la raison pour laquelle je m'aventure pas trop sur cette paire de devises, ça s'appelle un range toujours. Nous sommes toujours dans un espèce de range. C'est juste là, on repart à la hausse assez vite. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit le marché partir à la hausse très vite avant de s'effondrer. On verra bien. Ça va dépendre en fait de l'évolution à la fois des indices boursiers. Le yen est historiquement corrélé en intraday aux indices boursiers aux États-Unis. Sur le moyen terme, toutefois, la paire US-yen est corrélée au taux à 10 ans aux États-Unis, taux obligataire, et à l'indice boursier JPN 225, donc Nikkei 225. Tant que le Nikkei 225 reste dans une dynamique haussière malgré la correction d'autres indices, on pourrait avoir quand même un USD-yen qui restera dans une tendance haussière, on va dire. Voilà. Bonjour, donc Summer Winter, sans volume comme habituellement en été, n'est-il pas risqué de rentrer maintenant en short sur indice? Est-ce qu'il est risqué de rentrer à la vente sur un indice comme le DAX qui donne un signal de vente en cassant une ligne de tendance? Si vous attendez qu'il y ait des volumes sur le marché, eh bien vous n'allez jamais entrer parce que le volume baisse depuis des années. Parce qu'il y a des opérateurs qui sont justement qui sont plus là. C'est un signal de baisse. Je m'en fiche le volume, je m'en fiche complètement ce qui se passe au niveau du volume parce que cela n'a jamais empêché le marché de baisser de 10% dans le passé. Donc pour les chiffres de la zone du VIX, c'était entre 21 et 22. D'accord? Si jamais on devait avoir une poussée au-dessus, bah voilà. Est-ce qu'on peut acheter, Karim, le BX4 pour se protéger? Vous savez, en fait, c'est un produit que je ne connais pas bien, donc je ne peux pas vous orienter vers un produit que je ne connais pas. Hein. Je sais ce que c'est, mais je ne connais pas les paramètres de ce produit. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, donc je ne peux pas vous orienter vers ce produit. Je suis désolé. On me dit donc en D1 daily donc sur l'or, c'est pas une clôture, c'est pas une belle clôture sur l'or. Effectivement, nous sommes quand même sur, nous sommes en train de casser une résistance ici. Donc, excusez-moi, un support plutôt à 1292, ce qui laisse penser que l'or va baisser davantage. Alors, j'ai pas parlé justement de l'or. Je peux parler rapidement parce que je connais la configuration de l'or et ce qui va donc se passer par la suite. Cela pourrait être également une baisse rapide sur le marché de l'or. Toutefois, nous avons toujours des niveaux à surveiller. Donc, on va dire un support ici, vers les 1200, on va dire 77. C'est un niveau qu'on travaille bien depuis plusieurs mois. Et ensuite, une ligne de tendance ici, en bas, par les plus bas annuels et les plus bas du mois de juin. Alors, j'aimerais me focaliser sur cette ligne de tendance et puis je vais arrêter ce webinaire sur ce point ici, cet actif. Les 1260 $, c'est là où ça se joue pour le reste de l'année. Pourquoi? C'est parce que l'or, quand on se met en données mensuelles, ou plutôt je vais me mettre en données hebdomadaires, sur un graphique en échelle logarithmique, on trace une ligne de tendance de long terme sur l'or qui passe à 1260 points. Donc ça c'est la ligne de tendance que je viens de tracer en données journalières et je vous montre que cette ligne de tendance ce n'est pas juste une ligne en place depuis 2014 mais depuis 2001. Là, donc vous comprenez très bien que la tendance de l'or sur le long terme, ça dépend de ce qui va se passer à 1260.
soit on reste dans cette dynamique haussière, soit on casse le support et on retombe vers les plus bas annuels sur l'or. On efface donc tous les gains enregistrés au début de l'année. Et par la suite, bel et bien, quand vous cassez des lignes de tendance sur les métaux précieux, souvent en fait, on retombe très vite. Hein. C'est vraiment des signaux de baisse. Eh bien, on pourrait très bien par la suite avoir, je crains, une forte baisse sur le marché de l'or jusqu'à, on va dire, 1000 $ l'once. Voilà. Donc tout se joue à 1260. En dessous de 1250, on retombe probablement vers les plus bas annuels. Et si l'on retombe vers les plus bas annuels, on pourrait probablement mieux anticiper la poursuite de la baisse de l'or jusqu'à 1000 $. D'accord? Donc, ligne de tendance qu'il faut absolument conserver pour que l'or puisse rester un actif qui se performe cette année. Pour l'argent, donc l'argent qui est en suppression ici sur le court terme, il faudra déjà demain rebondir et finir la semaine au-dessus de 20,50 avec les NFPI. S'il n'arrive pas, il va retomber à 19 direct. Il va retomber à 19. Donc pour ceux qui ont acheté l'argent avec nous d'ailleurs il y a 2 mois, eh bien vos stops comme le mien se trouvent à 20,25 $, soit en dessous des plus bas de la semaine dernière. Si on se fait stopper, on prend nos gains et on sort du marché. On pourrait même shorter derrière pour viser les 19 à nouveau. D'accord? Parce que ce marché-là, malheureusement, il a dépassé une ligne de tendance ici pour nous donner un signal d'achat. Mais il y a une nouvelle ligne de tendance qui bloque le marché. C'est frustrant. Hein, chaque fois, on retrouve une ligne de tendance. Celle-ci, ici, avec celle qu'on a vue sur l'or au début de ce webinaire, et on échoue donc sous les 21,60 $. Voilà le risque de baisse sur le marché des métaux précieux avec le dollar US qui devrait progresser vers ses plus hauts annuels, et donc je parle bien du Dow Jones FXM Dollar Index, et ensuite les métaux précieux qui sont sous pression, soit on repart à la baisse et on tient les supports derrière, soit en fait ces marchés ne bougent pas depuis un an, donc c'est peut-être une performance, une surperformance relative, alors que on peut très bien rester dans un range et cela va représenter quand même une surperformance relative par rapport aux indices boursiers si eux ils baissent davantage. Voilà, donc ça conclut le bilan pour juillet 2014 et les perspectives pour les semaines qui viennent en août. Je pense qu'on aura plutôt des stratégies de vente sur les indices boursiers, bien entendu, parce que les indices boursiers cette semaine, notamment le Dow Jones, donnent des signaux de vente. Piso que nous avons joué en juillet, c'est comme celle sur le CAC 40 que nous avons joué il y a un mois. D'accord? Donc les indices boursiers, c'est pas beau ce qu'ils font, notamment le DAX. Ça s'appelle tout simplement un signal de baisse. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Je vois une question, donc visiteur qui me dit donc bonjour, votre réponse sur alors je viens de répondre donc pour le Dow Jones en données journalières. Je pense qu'on va baisser davantage. Je vais pas commenter le marché plus que ça, on va baisser davantage, c'est ce que je pense. Est-ce que je peux commenter le gaz? Le gaz en fait c'est pas quelque chose que je regarde souvent, mais je vous ai proposé un trade sur le gaz qui se déroule bien jusqu'ici, hein. Et d'ailleurs je pense qu'on va viser plus haut. Donc le N-Gaz, en fait, il y a une divergence haussière sur le RSI ici. Donc on a mis en place une stratégie spéculative à l'achat sur le N-Gaz avec une divergence haussière. Le RSI a donné un pré-signal de hausse en cassant sa résistance avec une divergence derrière. C'est vraiment un cas de figure classique de divergence qui se déroule très bien jusqu'ici parce que le marché commence à monter. Mais bon, c'est juste une journée de hausse. Il faudra derrière qu'on accélère concrètement au-dessus des 3,88 derrière pour aller chercher 4 et peut-être même jusqu'à 4,10. Nous avons une ligne de tendance baissière depuis les plus hauts annuels qui passe à 4,10 d'ailleurs.
Donc on vise quelques points rapidement et puis je pense qu'on va sortir du marché par la suite. Mais bon, peut-être alléger à 4 dollars et puis laisser le reste au cas où. Vous êtes donc, pour ceux qui ont suivi notre stratégie d'achat sur le N-Gaz, vous êtes bien placé et bientôt, si l'on dépasse donc la résistance demain ou même ce soir, je sais pas, on va remonter les stops au prix d'entrée et on laisse courir les gains jusqu'aux objectifs qui sont à 4 et 4,10. Si jamais on devait casser cette ligne de tendance derrière, eh bien on pourrait viser plus haut, mais il y aura quand même des échéances de contrat, donc on ne pourrait pas forcément tenir une position long terme dessus. Voilà, merci à tous, je vais arrêter là, j'ai parlé pendant 1 heure, vous avez compris, baisse indice, baisse perdre en dollars, donc rallye de dollars, cela va pénaliser les métaux précieux probablement. Toutefois, les métaux précieux sont plutôt dans des ranges, donc on verra bien plus bas s'il y a des opportunités d'achat. On va voir. C'est vraiment en fait les marchés qui me rendent le plus indécis aujourd'hui. C'est donc les marchés sur lesquels je vais plutôt privilégier des opportunités de trading de court terme uniquement. Voilà, merci à tous, je vous souhaite donc une bonne soirée. Vous pourrez revoir ce point de marché, donc le bilan mensuel sur notre chaîne YouTube dans quelques instants. Je vais mettre l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Et avec ce, je vous souhaite bon trade, bonne soirée et short keep.